Alors on passe à l'orateur suivant, ce sont les représentants d'Orthorisque. Donc j'appelle Hervé Foult et Marc Zarka pour présenter les risques liés à l'utilisation des énergies en orthopédie. Vous le verrez, les risques ne sont pas uniquement spécifiques à la chirurgie du mou. Alors merci à l'Académie nationale de chirurgie de nous avoir invités pour cette vision orthopédique du problème qui est un peu différente puisque nous ne travaillons pas en milieu gazeux mais en milieu aqueux la plupart du temps, donc ça fait des problématiques qui sont assez différentes. Cet exposé est dédié à Christophe Lecoq, qui est un de nos experts orthorisques qui est décédé en fin d'année 2015 et qui avait réalisé tous les travaux sur les complications de la chirurgie arthroscopique. Donc je vais vous présenter en fait 4 visions. Les brûlures cutanées en rapport avec le matériel d'électrocoagulation en chirurgie arthroscopique, donc en milieu aqueux, publication faite à la Sofcote en 2014. Les incidents d'arthroscopie en rapport avec le matériel, selon l'angle source d'énergie, publication faite en Orthorisque en 2012. Une analyse de la base REX, version orthopédie, sur les incidents et les accidents en rapport avec les sources d'énergie. Vous verrez qu'on a des choses proches, mais pas totalement. Et une problématique spécifique sur l'alimentation des moteurs, qui est une preuve supplémentaire de l'importance de ce retour d'expérience que l'on a par la base REX et également cette efficacité rapide que l'on peut obtenir. Alors les brûlures cutanées en rapport avec le matériel d'électrocoagulation en chirurgie arthroscopique ont été présentées donc à la Sofcote 2014. Nous utilisons comme matériel des sondes de radiofréquence qui sont mono ou bipolaires. Et nous avons dénombré 11 événements porteurs de risque en rapport avec une brûlure liée à l'usage de ces sondes. 9 fois, il s'agissait d'arthroscopie d'épaule, 2 fois d'arthroscopie de genou. Il s'agissait de brûlures au premier et au troisième degré, parfois, et même assez régulièrement, à distance de la zone opératoire. Vous allez voir pourquoi. En fait, ces brûlures, chez nous, sont provoquées par l'écoulement du liquide intra-articulaire au contact de la peau. Et à chaque fois, on va retrouver une défaillance dans l'évacuation de ce liquide, soit que les canules soient trop courtes, soit qu'elles n'aient pas été raccordées à une aspiration, soit qu'on laisse simplement le liquide s'écouler par les orifices de trocars. Il y avait eu une enquête de la Société française d'arthroscopie qui avait interrogé ses 776 membres et où il y avait eu 121 réponses et 19% de ces réponses témoignaient d'une expérience de brûlure cutanée. Heureusement, essentiellement des brûlures de faible gravité, 40% au premier degré, mais tout de même 50% au deuxième degré et 10% au troisième degré, 2 cas, avec sur ces 23 brûlures, 4 conséquences médico-légales. Les préconisations des auteurs sont l'utilisation de courte durée de la sonde, on a déjà entendu ça tout à l'heure, le but étant de limiter l'échauffement du liquide intra-articulaire, de connecter correctement les canules d'évacuation, bien sûr, et de bien comprendre que ce liquide intra-articulaire ne doit pas entrer en contact avec la peau. Alors certes, il suffit de lire les recommandations qui accompagnent les matériels qui nous sont mis à disposition, mais qui d'entre vous a déjà lu ça, en tout cas moi exceptionnellement, et les produits changent régulièrement, les notices changent et on ne retourne pas à la lecture systématiquement avant chaque intervention des notices des produits, bien sûr. Alors les solutions proposées, c'est maîtriser la température. Pour cela, utiliser les sondes de façon discontinue sur des durées courtes, s'assurer d'un débit d'évacuation suffisant, c'est un problème de transfert de chaleur, privilégier les appareils qui indiquent la température intra-articulaire, il y en a, ou qui permettent au moins de la contrôler. Le deuxième groupe de solutions, c'est de canaliser les écoulements. Il faut raccorder les canules au réseau d'aspiration. Il faut, si on ne raccorde pas au réseau d'aspiration, des écoulements gravitationnels avec des tubulures longues, de façon à ce que ça parte directement sur le sol et que ça ne touche pas la peau. Et, en l'absence de système d'évacuation, contrôler la température intra-articulaire et aspirer régulièrement pour éviter les issues de liquide incontrôlés qui fuitent sur le côté et qui font ces brûlures. La troisième solution, bien sûr, c'est de connaître le risque de ces brûlures. C'est le but de ces communications itératives, qu'elles aient été d'origine de la société d'Orthorisque, du gestionnaire
des risques ou de la Société française de chirurgie orthopédique. Et puis la quatrième solution, c'est d'être formé par le laboratoire, et là encore, on a un peu de difficulté à avoir des formations qui ressemblent à quelque chose. Alors nous avions publié une autre étude en orthorisque, dans la Société d'orthorisque en 2012, qui était les incidents d'arthroscopie en rapport avec le matériel, incidents en rapport avec les sources d'énergie. Alors vous allez voir qu'on va sortir un petit peu de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Nous avions dénombré 114 événements porteurs de risque, avec des incidents qui étaient en rapport avec la colonne d'arthroscopie, des pannes électriques à l'allumage ou pendant l'intervention, des câbles de lumière froide qui étaient défectueux, et puis des brûlures, comme on en a déjà vu de nombreuses, cutanées par le liquide, ou des champs par lumière froide, comme cela a déjà été dit tout à l'heure. Nous avions édité un petit guide de l'électricien amateur pour chirurgien en péril, parce que lorsqu'on est parti sur une chirurgie arthroscopique, et aujourd'hui traiter ne serait-ce qu'une lésion méniscale, ça ne se fait pas à ciel ouvert, et je pense que moi, qui suis déjà installé depuis 30 ans, je ne me souviens pas réellement d'avoir fait une chirurgie méniscale à ciel ouvert, et donc je pense que mes jeunes collègues qui s'installent seraient bien incapables d'aborder un genou pour faire une ménisectomie à ciel ouvert, donc il faut qu'on puisse terminer l'intervention en arthroscopie. Et pour ça, il faut qu'on puisse voir quelque chose. Donc il faut une lumière froide et, si possible, une caméra. Les arthroscopies à l'œil, ça ne se fait plus depuis bien longtemps. Donc lorsque la panne survient de façon subite, eh bien, il faut craindre la défaillance du bloc ampoule, qui est un bloc qui contient simultanément l'ampoule, le compteur horaire, le système de ventilation. Et donc il faut pouvoir modifier ça. Lorsque c'est pendant l'intervention, il faut aussi savoir qu'il y a des fusibles, des transformateurs d'isolement, et qu'il faut pouvoir aller sur la face arrière de la colonne et pouvoir bricoler. Les infirmières de salle d'opération sont souvent un peu démunies devant ces problématiques, donc il faut cesser l'intervention, aller voir si on peut trouver une solution. Changer un fusible, finalement, ça n'est pas totalement impossible, et quelquefois ça sauve la fin de l'intervention. Et puis, nous avions édité une petite règle simple qui consistait à allumer et éteindre les différents composants séparément, et non pas toute la colonne d'un coup. Il existe un bouton global pour allumer nos colonnes qui peut poser un peu plus de problèmes. Alors, en synthèse, quelques règles de base simples. Il faudrait tout de même avoir au moins 2 colonnes d'arthroscopie dans un bloc opératoire de façon à pouvoir relayer et changer de colonne. Sinon, il faut savoir où est le bloc ampoule, connaître la connectique des composants, savoir réagir devant ça. Et non seulement il n'y a pas de formation, mais en plus les modèles changent à peu près tous les 2 ans, et il est donc difficile de suivre. Et puis il faut manier avec précaution nos sondes d'électrocoagulation, mais ça on a déjà beaucoup insisté là-dessus. Alors troisième micro-sujet, c'est l'analyse de la base REX sur nos incidents et accidents en rapport avec les sources d'énergie. Voilà ce que nous avons trouvé. Nous avons eu en orthopédie 3 incendies en rapport avec les sources d'énergie, donc ça existe. Un incident potentiellement grave lié à une panne de courant général. Je vais vous en reparler un peu plus en détail de tous ces cas-là. Et puis 46 brûlures cutanées, dont 35% en rapport avec les arthroscopies, ce qui veut dire que l'essentiel ne sont pas en rapport avec les arthroscopies. 3 incendies, un court-circuit dans le pied de la table d'opération. La têtière s'effondre, le pied s'enflamme. Je vous laisse imaginer les difficultés pour réagir pour les équipes. Une inflammation de compresse au décours d'un usage de bistouri électrique monopolaire durant une prothèse de hanche. Nous ne sommes absolument pas formés ni capables d'avoir une analyse correcte sur ces problèmes-là. Et puis la classique inflammation de résidus de désinfectants alcoolisés qui survient bien régulièrement, dans laquelle il y a eu ce rappel HAS en 2009, je crois, ou 2008, et qui est toujours difficile à suivre avec, en fait, ce qui se passe souvent, ce sont lors de la désinfection, des poches qui retiennent des stocks de liquide, on attend bien le temps de séchage sur la peau, mais la petite poche qui contient ce liquide qui est à proximité des sources d'énergie va s'enflammer. Une panne de courant récente, c'est un événement porteur de risque que j'ai réussi exceptionnellement à puiser dans la nouvelle base du SIAM2. Pendant l'intervention, il y a eu une coupure de courant. Le circuit de secours a bien fonctionné pour tout ce qui était en salle, respirateur, colonne d'arthroscopie, scialétique. La climatisation s'est coupée et s'est remise en route 2 à 3 minutes après. Mais la remise en route a été accompagnée d'un nuage de particules en salle qui s'est répandu sur le champ opératoire et la table. Parce qu'en se remettant en route, le circuit de la climatisation a été inversé et toutes les particules filtrées ont été propulsées dans la salle.
événements porteurs de risques un peu compliqués, mais directement en rapport avec les sources d'énergie. Et puis 46 EPR de brûlure dont nous avons parlé, ça c'est entre septembre 2009 et janvier 2016, 10 par bistouri électrique, 9 en rapport avec l'électrocoagulation, 7 par lumière froide, et les autres c'est la bétadine alcoolique, les garrots pneumatiques, nous avons des brûlures sous les garrots pneumatiques, et puis les autres sont toutes totalement diverses. Dernier point de cette présentation, c'est l'alimentation de nos moteurs. Nous utilisons des moteurs pour les usages à type de scie ou à type de perceuse. Et nous avons eu des retours d'expérience qui sont intéressants et qui, là, une fois de plus, justifient totalement cette base REX. Alors, dans l'alimentation des moteurs, nous avons deux sortes de problèmes. Nous avons eu les chutes de batterie, je vais vous détailler, et l'éclatement des tuyaux d'air comprimé. Il y a donc deux façons d'alimenter nos moteurs, soit l'air comprimé, soit les batteries. Les chutes de batterie, c'est un signalement que nous avions fait à la NSM en 2011, où nous avions vu apparaître 1, puis 2, puis 6 ouvertures inopinées du compartiment à batterie durant l'intervention. Le problème a été en fait l'usure précoce d'une petite bille en derlin que vous voyez là au bout de la flèche rouge, qui s'usait et qui ne bloquait plus la fermeture de ces batteries. Ce qui fait que lorsque l'on utilisait le moteur, le compartiment de la batterie s'ouvrait et la batterie, qui bien sûr n'est pas stérile, tombait sur le champ opératoire au milieu d'une prothèse, ce qui chez les orthopédistes est un vrai problème. Et nous avons donc obtenu assez rapidement la modification des verrouillages de cette trappe de batterie. Il a simplement suffi de changer le matériau de cette petite bille. C'est vraiment quelque chose qui avait été implanté très peu de temps auparavant. Nous avons été très réactifs sur ce dossier et ça n'aurait pas pu exister sans ces bases REX. Jamais nous n'aurions réussi rapidement à mettre en évidence que ces moteurs s'ouvraient. Chacun regardait sa petite expérience et on aurait mis 4 ans à mettre ça en évidence. Pour les moteurs à air comprimé, c'est plus simple. Nous avons deux sortes de problèmes. Il y a en fait une double tubulure qui amène l'air sous pression. Nous avons des éclatements de tuyaux internes, c'est très fréquent. Ça entraîne une perte de puissance du moteur qui commence à fonctionner moins bien. Et puis on voit cette hernie, ou du moins on entend la fuite, l'un ou l'autre, ou les deux. Et il suffit de changer de tuyau, c'est très simple. Plus compliqué, plus rare aussi, c'est lorsque les deux tuyaux éclatent simultanément. Ce sont généralement des défauts d'entretien, mais voilà, ça peut être également une surpression du système. Heureusement, c'est rare. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Je confirme l'affaire de la climatisation qui est très intéressante et qui m'est arrivée aussi dans la clinique où je travaille. À la suite d'une panne, ça se remet en route et flac, toutes les poussières qui se trouvent dans la grille se déversent dans la salle et la prothèse. Donc effectivement, là, il y a quelque chose de très étonnant. Et c'est formidable, cette présentation, et le fait qu'on puisse effectivement réunir des accidents aussi rares et les diffuser comme ça, de façon à essayer de prévenir et de faire en sorte que chaque adhérent et chaque chirurgien va pouvoir profiter de l'expérience des autres et savoir réagir. Et bravo pour l'affaire de la batterie qui effectivement a été résolue aussi vite que possible. Alors oui, c'est une des gloires, je dirais, des déclarations par la base REX. Et c'est vous dire combien nous sommes actuellement préoccupés du nouveau système qui a été mis en place, sur lequel l'anonymisation n'existe plus et sur lequel on peut repérer les événements porteurs de risques et les attribuer à tout un chacun assez facilement, et que l'accès à cette base qui est diffusée parmi en tout cas nos 1800 membres peut facilement fuiter vers un avocat ou vers des gens du milieu juridique. Et sans réaction rapide, nous allons avoir une vraie difficulté à laisser perdurer le système de déclaration. Il faut que ce soit anonyme, sans quoi on perd le bénéfice, à mon sens, de cela.
Merci Monsieur Foult, c'était effectivement très très clair et très didactique et vous avez mis, comme notre collègue vient de le souligner une nouvelle fois, donc merci une nouvelle fois chère madame, sur l'importance d'incidents, en particulier vis-à-vis de la climatisation, mais aussi de l'importance de la base REX. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez rappelé les travaux de la Société française d'arthroscopie. J'ai été il y a de cela quelques années, vous n'étiez pas né peut-être, j'exagère. Son président, effectivement, on avait déclaré déjà, je me souviens c'était au congrès de la Baule en 2001, tout un tas de complications vis-à-vis de l'utilisation, ce qu'on appelle chez nous vulgairement de tout le mécano, c'est-à-dire mécano-électrique. Et le troisième point, je crois que c'est le premier orateur qui a montré la déclaration anonyme. C'était vous, monsieur, je crois. Non, c'est... Voilà. Ça, c'est effectivement très très bien, vous savez, pour les accidents d'avion. Alors, il est vrai que par rapport à Orthorisque, dont j'assure actuellement la présidence, l'institutionnalisation du SIAM2, que vous connaissez aussi, a généré un certain nombre, on va dire, de défauts. Donc nul n'est parfait, ni nous, ni d'ailleurs la HAS, qui a d'ailleurs été invité, monsieur le secrétaire général, par l'Académie de chirurgie il y a de cela quelques temps. Néanmoins, il est certain qu'à partir du moment où les déclarations ne sont pas anonymisées, comme vous l'avez dit, hein, c'est la catastrophe. Parce que dans les déclarations vis-à-vis de l'aviation civile, on sait, il y a des déclarations, mais on ne sait pas effectivement, ça reste totalement anonyme et on n'est pas puni. Hein, je crois que c'était inscrit sur votre diapositive. Alors je voudrais rassurer mon ami Hervé Foult, déjà, parce que non seulement là, dans le SIAM2 actuellement, quand on faisait un IAS, il y avait non seulement l'établissement, mais aussi le nom du chirurgien. Alors, pour l'instant, l'établissement, ils ont réussi à le retirer. On attend bien sûr l'ablation du nom du chirurgien, parce que sinon, tout le système de déclaration, à ce moment-là, devient totalement inefficace, bien évidemment. Vous avez souligné les incidences médico-légales. Comme le disait un grand homme politique, nous n'avons pas peur de nos fautes, mais nonobstant, il demeure que ces déclarations doivent rester totalement anonymes. Donc, il y a des petits progrès et je souhaite, mon cher Hervé, effectivement qu'on en arrive à un nouveau paradigme, parce que ça aussi, c'est dans l'intérêt des patients. Donc il y a Mme Dossé qui... On va laisser répondre Mme Dossé qui représente la HAS. Oui, bonjour. Je tiens à vous assurer, à vous rassurer que l'anonymat, la HAS y tient beaucoup et que nous faisons tout, mettons tout en œuvre pour revenir à... C'est un dysfonctionnement. Nous avons découvert avec le nouveau système d'information, mais tout est pris en compte pour une résolution très rapide du problème. L'anonymat sera... Je vous en remercie infiniment. Et j'avais d'ailleurs pris la parole lorsque vous étiez là avec votre collègue lors d'une antépénultième de la séance d'Académie de chirurgie, et nous travaillons en collaboration. Mais ce qu'a dit mon collègue et ami le docteur Hervé Foult cet après-midi montre bien que nous sommes très très sensibles. Vous avez vu que les déclarations qui sont faites chez les orthopédistes, mais par l'ensemble des collègues dans la base REX ou dans la clade des déclarations des UAS, sont excessivement importantes. Mais il faut que les bases de l'anonymisation soient absolument respectées. Merci de votre intervention. Je suis rasséréné vis-à-vis de la HAS. Mais alors là, quand je parlais de nouveaux paradigmes, ça va tous nous rassurer. Merci, madame. Merci. Je remercie l'Académie de chirurgie de m'avoir invité. Donc, je suis le professeur Madiandien du CHU de Dakar. Et vous avez les salutations du professeur Touré. J'ai suivi des exposés très intéressants. Et je pense qu'en ce qui concerne l'électrochirurgie, ça nous facilite la vie, c'est vrai, hein, sur le plan chirurgical. Mais quand même, je pense qu'il y a, quelqu'un l'a rappelé, il faut retourner aux fondamentaux de la chirurgie, c'est-à-dire surtout dans la dissection, essayer de s'éloigner des éléments nobles, hein, qu'il faut, parce que justement, s'il y a cet excès de confiance avec le matériel, c'est très facile, on a envie d'aller très vite et d'en finir. Et je pense que quand même les fondamentaux, il faudra y retourner. Maintenant, j'aurais une question parce que quelqu'un a parlé d'expertise médico-légale ici. Je ne sais pas comment est-ce que ces incidents, quand ils vont survenir, l'expert médico-légal qui a été désigné peut rattacher
si faute il y a, cette faute au chirurgien ou au matériel, hein. Est-ce que là, je pense que c'est une très très grosse difficulté, hein. Donc ça, j'aimerais bien qu'on nous dise, est-ce qu'il y a une certaine expérience par rapport à ça? Moi, je peux répondre, mais je veux dire, j'ai déjà eu des expertises où ils avaient mis en cause le fabricant. Je veux dire, les fabricants, ils ont beau être mis en cause, ils sont rarement condamnés, et c'est toujours le chirurgien. Voilà. Donc je pense que le fabricant, il arrive avec une armée d'avocats, il se défend très bien, et le chirurgien, c'est lui qui est mis en cause. C'est pas du tout donc le chirurgien doit connaître son matériel et doit l'utiliser à bon escient, et le fabricant va se défausser complètement. Pour revenir juste à Siam 2, donc la volonté de faire disparaître l'anonymat n'était pas sous-tendue par une question méthodologique, c'était purement le hasard, quoi. Oui, d'accord. C'est technique. Voilà, Monsieur le secrétaire général, je voudrais vous répondre, honoré confrère. Je suis expert près la Cour de cassation, donc j'ai eu à gérer effectivement un certain nombre de problèmes, mais exclusivement en orthopédie, hein, mais vis-à-vis de brûlures, et je peux vous assurer, comme vous l'avez dit, puisque vous êtes aussi expert en chirurgie digestive, je présume, c'est toujours le chirurgien qui est condamné. Ça, c'est vrai que l'avocat peut mettre en jeu le matériel, mais il y a toujours un fond de mauvaise utilisation et tout, hein. Personnellement, moi j'ai eu des cas qui se sont entre guillemets bien terminés parce que finalement les malades étaient un peu compliants, mais des brûlures, les photos que vous a montrées le docteur Hervé Foult, moi j'ai connu ça en matière d'arthroscopie d'épaule, hein, et c'est toujours bien sûr à distance, et c'est en fait le liquide, hein, il sort à 80-90 degrés, enfin je veux dire c'est comme une bouilloire de thé que vous renversez sur le pied, hein, alors ça pose d'autres problèmes parce qu'on peut utiliser des canules, alors dans la méthodologie c'est des canules à usage unique, ça coûte cher, etc. Enfin c'est la spirale infernale sur laquelle je ne vais pas venir, mais en matière de responsabilité médico-légale, c'est le chirurgien qui trinque, comme on dit. Voilà.